enregistré. Ça, c'est bon. Et on est parti. Donc, de l'alcool dans le sang. Donc, l'exercice 23. La première question, on vous demandait de trouver quel était l'anion monoatomique stable de l'hydrogène. Anion de l'hydrogène. Comment on fait? Sachant que l'hydrogène est le premier élément du tableau périodique, sa structure électronique est 1s1. Donc, qu'est-ce que vous écrivez? C'était votre dernier quiz en plus. Allez, on se motive les petits. Donc c'est lequel, Valentin? L'hélium, en respectant la règle du duet. Parfait. Afin de respecter la règle du duet, afin de respecter la règle du duet, H acquiert la structure électronique de l'hélium 1s2 en gagnant un électron et donc il forme l'anion H-. Bon, ça, j'espère que vous avez vraiment pigé ce truc. Même chose pour l'oxygène, l'anion de l'oxygène. Tchac. Donc, oxygène, numéro atomique, 8. Structure électronique, on y va. Un S2, 2 S2, 4, 2 et 4. Afin de respecter la règle de l'octet, O acquiert la structure électronique de qui? Néon. Parfait. Qui est en 1s2, 2s2, 2p6. En gagnant combien d'électrons? 2 électrons. Donc, il forme l'anion, comment? O2-, parfait. Donc ça, c'est si l'atome d'hydrogène et d'oxygène veulent se stabiliser en formant des ions, hein, ils vont créer soit l'ion H-, soit l'ion O2-. Maintenant, ils peuvent se stabiliser en formant des molécules. Et par exemple, dans la formule de l'éthanol, il y a de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène. Précisé, et on vous donne le modèle. C'est pour la question 3. Est-ce que le modèle de Lewis, est-ce vraiment le modèle de Lewis qui est représenté sur cette molécule? Alors, je redessine la molécule, et vous allez me dire, est-ce qu'elle est complète ou non? Et si il faut la compléter, comment est-ce qu'on la complète? D'accord. Alors, est-ce que cette écriture de l'éthanol est une formule de Lewis? Il manque les doublés non liants de l'oxygène. Tout bêtement, il y a juste à rajouter 2 doublés non liants sur l'oxygène. Terminé. Voilà pour cet exercice. Après, il ne restait plus que le 26 qui va être super facile. Page 120. Alors,
On vous demande de trouver la formule de Lewis du sulfure d'hydrogène. Formule de Lewis du sulfure d'hydrogène qui est H2S. Alors, tu peux m'expliquer comment on trouve la structure de Lewis? Alors, en effet, Valentin, pourquoi? Il y a une méthode longue et une méthode simple. Alors, ce qu'on va dire, S est dans la même colonne que l'oxygène. Alors ça, c'est la méthode longue, Valentin. C'est écrit la configuration de H et S, ça marche. Maintenant, on peut aller plus simplement parce que vous connaissez les choses. S est dans la même colonne que O, donc ils possèdent tous les deux la même structure de Lewis. C'est-à-dire S est de la forme deux doublés non liants et deux liaisons. On a H qui, lui, ne peut faire qu'une liaison. Donc au final, votre structure, ça va du H, S, S, H, ou que vous pouvez dessiner comme la molécule d'eau, mais à la place de l'oxygène, vous mettez un atome de soufre. D'accord? Voilà pour cet exercice très simple. Alors, ce qu'on va faire là, je vais simplement faire tout le cours sur le chapitre 6. Et comme ça à la rentrée, donc vous aurez des exercices à faire pour la rentrée, et on aura le, le chapitre très simple terminé assez rapidement pendant le confinement. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le chapitre d'avant, sur la stabilité des atomes, par formation d'ions et ou par formation de molécules? Ah, vous êtes moins motivé qu'hier, hein, je trouve. Vous avez faim, moi aussi. Une réponse, vous pouvez écrire quelque chose, je me sens seul là quand même. Ok, merci Valentin, merci Maëvan. Des bonnes pâtes au beurre. Ok, alors, ça j'enlève. Hop. Donc, ce que l'on va voir maintenant, on va aborder trois chapitres à la suite qui vont parler des transformations que l'on peut observer dans notre entourage. Ces transformations, elles sont de trois types. Il y a des transformations qui sont dites physiques, des transformations qui sont dites chimiques et des transformations nucléaires. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une transformation physique? C'est simplement, par exemple, quand vous avez de l'eau en forme de glaçon, quand ça va fondre, vous allez obtenir de l'eau liquide. Donc une transformation physique, en fait, c'est juste un changement d'état de vos molécules, de votre matière. Mais vous avez toujours le même élément chimique, vous avez toujours la même molécule. Au départ, j'ai de l'eau solide, à l'arrivée, après ma transformation, j'ai de l'eau liquide. Mon eau a subi une transformation. Donc ça, c'est ce qui est physique. Juste après, on verra les transformations chimiques. Donc là, c'est différent. On part de certains composés, de certaines molécules, et on va casser les liaisons de valence de ces molécules et en reformer d'autres pour former un tout nouveau produit. Donc là, il y a vraiment destruction de liaisons et création de nouvelles liaisons. Donc ça, c'est en ce qui concerne le réagencement des atomes. Et enfin, le dernier type, comme tu as dit, Maëva, les transformations nucléaires. Donc en nucléaire, là, c'est carrément le noyau atomique qui va être modifié. On va pouvoir, par exemple,
pouvoir transformer du plomb en or. C'était le but de tous les alchimistes. On verra que ce n'est pas possible, mais on parlera exactement de fission nucléaire, de fusion nucléaire, de thermofusion, de tout ce qui se passe au cœur des étoiles. Et là, en fait, ce sont des réactions qui n'ont pas lieu entre des liaisons d'atomes à atomes, mais c'est plus au niveau du noyau des atomes, donc la transformation d'un noyau, donc les protons et les neutrons. C'est quoi fission? Tu verras ça quand on fera le chapitre. D'accord. Alors, là, ce que l'on va faire, on va commencer le chapitre 6. Donc, on va le faire, même le chapitre 6. On va faire que du cours aujourd'hui. On va voir les transformations physiques. Et comme je vous ai dit, une transformation physique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un changement d'état. Donc, en grand 1, on va revoir ce que vous êtes censé avoir vu au collège, les changements d'état. Alors, on commence par quoi? La matière existe sous combien de formes différentes? Du point de vue classique, voilà, 3. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une troisième et un quatrième état de la matière, donc vous avez les liquides, les solides et les gaz. Alors, Alexandre, exactement, Valentin, ce sont les plasmas. Mais les plasmas, physique des plasmas, vous étudierez ça si vous faites de la physique vraiment spécialisée et pas avant un master. D'accord? La physique des plasmas, c'est très 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 complexe. Donc nous, on va rester à un niveau humble et on va simplement étudier les 3 états de la matière tels qu'on les entend couramment. Donc, les 3 états de la matière. Alors, gaz ionisé, non. Oui, donc dans très longtemps, en effet. Alors, on va partir. On a donc nos gaz. Là, je vais mettre le solide. On va parler du triangle des états. Et le liquide est ici. Et ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est quel est le nom de la transformation physique qui nous permet de passer d'un état à un autre. Alors, on va commencer par quelque chose qui normalement est simple et qu'on a déjà vu. Quand on passe d'un solide à un liquide, solide liquide, ce n'est pas de la liquéfaction. Non, exactement, c'est de la fusion. Le phénomène inverse, ça s'appelle comment? Solidification, parfait. Solidification. Après, on va regarder liquide vers gaz. Allez, comme ça. Alors, on ne parle pas d'évaporation, on parle de vaporisation. D'accord? C'est pas tout à fait le même terme, vous verrez ça aussi plus tard. La différence entre la vaporisation et l'évaporation. Vaporisation. Ensuite, il nous reste de gaz à liquide. C'est là que vous êtes planté tout à l'heure. Compression, sûrement pas. Liquéfaction. Compression, c'est quand on presse un objet à la voir. Donc, en effet, c'est la liquéfaction. Après, il y a les 2 derniers. Donc, celui-là, vous devez le connaître. Quand on passe directement de l'état gazeux à l'état solide, comment on appelle ça? Non, il tu te trompé. C'est l'autre. La condensation, en effet. Condensation.
Et donc, par contre, et c'est là pour Rémi, le solide à gaz, c'est la sublimation stabilisante. Donc ça, vous devez le connaître. Le triangle des états et le passage d'un état à un autre. Alors maintenant, ça, normalement, vous l'aviez vu au collège. Ce que vous n'avez pas vu, c'est comment est-ce qu'on symbolisait, comment on représentait du point de vue scientifique une transformation physique. Donc, on va regarder l'écriture symbolique. Écriture symbolique d'une transformation physique. Alors, cette écriture symbolique, ben, c'est simplement, par exemple, je prends de l'eau sous forme de glace, par fusion, elle va donner toujours de l'eau, mais liquide. Est-ce que la molécule en elle-même a changé? Exactement. Donc, j'aurai toujours de l'eau. Donc, si j'ai une molécule X au départ qui est dans un premier état, hein, par transformation physique, j'aurai encore une molécule X, mais qui sera dans un état 2. Voilà comment on symbolise une transformation physique. Alors, à la place de état 1, état 2, ben, on va mettre, si on est solide, on va mettre un petit S entre parenthèses. Si c'est un gaz, on va mettre un petit G. Et si c'est un liquide, on va mettre un petit B. Donc, par exemple, si on regarde la fusion de l'eau, fusion de H2O, on va dire qu'on est en H2O solide, qui par transformation physique va vous donner du H2O liquide. Compliqué ou pas? Ça va? Normalement, ça, il n'y a rien à comprendre. C'est juste, bah, voilà, solide, vous mettez S, gaz, vous mettez un G, liquide, vous mettez L. Il y a peut-être les termes, sublimation, condensation, c'est là-dessus que je peux vous piéger. Et encore, quand il y aura le quiz là-dessus, vous aurez le temps, donc vous aurez tout le temps à votre disposition. Alors, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de regarder non plus considérer les trois états de la matière, mais maintenant essayer de regarder ce qui se passe au niveau microscopique pour chaque état de la matière. Comment se répartissent les molécules et les atomes dans un gaz, dans un solide et dans un liquide. Qu'est-ce qui les différencie du point de vue moléculaire? C'est ça sur lequel on va s'intéresser. Est-ce que je peux enlever la page? Non, chapitre. Ah, mais c'est Louis, il est encore lent. Ça y est. Coquignard, dodon, compétence. Bon, Loane et Louis, c'est bon? Merci, Loane. Louis, allez hop. Ah, donc, on va faire en petit 3 l'interprétation microscopique des états de la matière. Interprétation microscopique. Donc on a déjà regardé les solides. Qu'est-ce qui caractérise les solides? Bah, dans un solide, les entités qui forment le solide sont très proches les unes des autres. Entités très proches.
proches les unes des autres. Ensuite, elles sont fortement liées. Entités fortement liées. Il y a de très fortes liaisons entre les entités qui forment le solide. Voilà, on ne va pas dire que les molécules sont collées, mais elles sont fortement liées. Entités fortement liées les unes aux autres. Et enfin, elles ont peu de mobilité. Alors, elles vibrent, hein, même ce stylo ici, qui est composé par des molécules de plastique au final. Ces molécules de plastique sont très rapprochées les unes des autres, mais est-ce qu'elles sont fixes? Est-ce qu'elles ne bougent pas? Non, elles bougent. Quoi qu'il arrive, une molécule aura toujours une vibration. On parle d'agitation thermique. Plus la molécule, les molécules vont toujours être en mouvement. D'accord? Alors, elles ne sont pas visibles à nos yeux, mais il y aura toujours des vibrations. Plus ces vibrations vont être importantes, plus la température du corps va être importante. Et donc, on peut le comprendre. Un solide, basse température, on va augmenter la température du solide. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est pas qu'ils font, d'accord? Il va passer à l'état liquide. Quand on passe de l'état solide puis à l'état liquide, au fur et à mesure. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue microscopique? On avait des entités qui étaient très proches les unes des autres, fortement liées les unes aux autres, et qui avaient peu de mobilité. Dans un liquide, les entités, elles sont encore très proches. Entités très proches les unes des autres. Par contre, elles sont peu liées entre elles. Donc, les liaisons qui ne sont pas des liaisons covalentes, hein, là, les liaisons covalentes, c'est vraiment entre les atomes. Là, ce sont entre deux entités, par exemple deux molécules d'eau entre elles. Ces molécules d'eau, elles vont avoir des interactions qui existent entre elles. Alors, elles sont plus alignées, ça ne va pas. Je préfère le terme que les liaisons sont plus faibles. Après, vous ne connaissez pas encore le type de liaison qui existe entre des molécules. C'est une liaison intermoléculaire, on appelle ça. Les entités sont très proches les unes des autres, mais les entités sont peu liées entre elles. Entités peu liées entre. Et par contre, elles sont mobiles. Elles ont une mobilité beaucoup plus grande. Et enfin, il nous reste les gaz. Alors là, c'est quand on chauffe encore plus un liquide, et ben justement, il s'évapore. D'accord? Vaporisation qui a lieu. Et donc, on apporte de l'énergie supplémentaire à nos molécules. Donc, on va encore plus casser toutes les liaisons qui pouvaient les lier. Et donc, cette fois-ci, les entités, on va dire qu'elles sont libres les unes par rapport aux autres. Entités libres les unes par rapport aux autres. Donc, ça veut dire qu'elles sont plus du tout liées entre elles. D'accord? C'était pas proche du tout. Ça me va. Et donc, au final, elles sont très mobiles et espacées. Voilà. Alors, au final, on disait quoi? C'était quand il y a un changement d'état, qu'est-ce qui est modifié au sein des entités? Qu'est-ce qu'on modifie au final? Exactement, leur mobilité. Et donc, on va parler d'agitation thermique. Alors, lié à leur liaison, non, je ne veux pas te parler de liaison, parce que les liaisons, c'est des liaisons intermoléculaires. Nous, les seules liaisons qu'on a en vue pour le moment, c'était les liaisons de valence, les liaisons covalentes entre les atomes qui créent des molécules. Maintenant, si je prends deux molécules d'eau, c'est vrai que ces molécules d'eau, pour former un solide, un glaçon, elles vont devoir se lier entre elles
un type de liaison particulière, mais qui ne sont pas des liaisons covalentes de valence qu'on a étudiées. Donc, je préfère que vous évitiez ce terme. On va plus parler d'agitation thermique. D'accord? C'est l'agitation de ces molécules, leur mobilité, ça me va aussi, qui va être modifiée. Donc, lors d'un changement d'état physique, donc une transformation physique, l'agitation des entités est modifiée. Alors, c'est là que je vais rajouter maintenant ce terme de liaison pour vous. Je ne vais pas faire dans votre classe. Donc, on va parler des liaisons intermoléculaires, okay, et modifiées jusqu'à ce que les liaisons intermoléculaires, donc entre molécules, donc ce ne sont pas des liaisons de valence, différents de liaisons de valence, elles vont faire quoi? Elles vont s'affaiblir, jusqu'à ce que les liaisons intermoléculaires s'affaiblissent, se cassent, ou au contraire, se créent. Puisque si on prend un liquide, on le refroidit, c'est-à-dire qu'on lui enlève son énergie, ben justement, les molécules vont de moins en moins s'agiter, et donc elles vont pouvoir se relier entre elles par des liaisons intermoléculaires. Donc on peut créer ces liaisons intermoléculaires. Mais donc, comment vont se... Ah, c'est pas vrai de le Différents types de liaisons. Dans un cristal, par exemple, le sel, on a des ions Na+, et des ions Cl-. Et vous savez que les charges opposées, qu'est-ce qu'elles font entre elles? Elles s'attirent. Et donc, c'est une interaction électrostatique qui va pouvoir créer une liaison qui va être dite ionique. Les ions peuvent se lier et former des solides par des liaisons ioniques. Par contre, d'autres molécules, comme le sucre, qui n'est pas un cristal ionique, c'est un cristal moléculaire, c'est une molécule qui n'est pas chargée du tout. Ben là, ça va être un autre type d'interaction, un autre type de liaison qui va permettre aux molécules de sucre de se lier entre elles. Mais par contre, quand on place un morceau de sucre dans un solvant dans de l'eau, le sucre se dissout. La molécule est toujours neutre. Et donc ça va être des liaisons de Van der Waals, des liaisons de type que vous verrez plus tard si vous continuez en chimie. Donc ça, c'était pour la première partie. Est-ce que vous avez des questions? Ok, tout va bien. Alors, je vais rentrer dans une partie un peu plus physique et jusqu'à obtenir une partie mathématique. D'accord? On ne va pas aller très loin du côté maths. On va simplement essayer de comprendre quand est-ce que je dois apporter de l'énergie pour faire une transformation physique et quand est-ce qu'une transformation physique va, au contraire, fournir de l'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle les énergies de changement d'état. Donc, en grand 2, énergie de changement d'état. Alors, je pense que vous le comprenez bien, ça. Pour qu'une transformation se fasse, il y a deux possibilités. Soit elle se fait naturellement, et dans ce cas-là, elle va libérer de l'énergie, soit au contraire, elle va, pour avoir lieu, pour pouvoir se faire, elle va absorber de l'énergie. Et on va parler justement de réactions qui sont exothermiques, comme disent Alexandre et Mathieu. Et dans l'autre cas, on aura une réaction qui est dite... Je me sens seul là.
Donc le contraire d'exothermie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas bugué, donc... Non, oui, ça finit par thermique aussi. Introthermique, ça aurait pu, mais non, c'est endothermique. Donc ça, ce sont les termes à connaître. Donc en petit 1, endothermique ou exothermique. Donc là, ça va être votre rôle en seconde, thermique ou exothermique. Exothermique. Donc, s'il y a absorption d'énergie par votre système, alors la réaction est dite endothermique. Par exemple, entre la fusion et la solidification, laquelle est endothermique et pourquoi? En effet, la fusion est endothermique. Parce que pour passer de l'état solide à l'état liquide, forcément, on doit chauffer, donc on doit apporter de l'énergie. Donc forcément, ça veut dire que le système va absorber cette énergie qu'on lui apporte pour pouvoir changer d'état. Est-ce que c'est clair? Donc, les exemples des trois réactions qui sont endothermiques, il y a la vaporisation, la fusion, et entre la sublimation et la condensation, laquelle est endothermique? Alors, je vais redire après. Exactement, la sublimation. Donc, je répète pour la définition de l'endothermie. Le système, pour passer d'un état à un autre, s'il a besoin d'énergie pour pouvoir changer d'état, on dirait que la réaction est endothermique. Il absorbe l'énergie. L'exemple le plus classique, c'est le glaçon qui fond. Le glaçon qui fond, pourquoi est-ce qu'il fond? Parce que le glaçon, l'eau solide, va absorber l'énergie de l'air extérieur de façon à briser ces liaisons intramoléculaires et donc à donner un peu plus de vibration, à faire vibrer de plus en plus l'eau de façon à la rendre liquide. Puisque l'état solide, c'est un état où il y a peu de vibration, un état liquide, c'est un état où il y a beaucoup plus de vibration. Donc forcément, pour faire vibrer plus un élément, on est obligé de lui apporter de l'énergie. Donc comment on lui apporte cette énergie? En chauffant. Pareil, quand vous faites bouillir de l'eau, donc c'est de la vaporisation, vous êtes obligé d'apporter de l'énergie à votre eau pour qu'elle puisse se transformer en gaz. Est-ce que c'est un peu plus clair, Maëva et Emma? Et donc, quand on prive de l'énergie, alors, c'est quand le système va justement donner de l'énergie, ce sera de l'exothermie. Donc, justement, on ne va pas parler d'absorption d'énergie, mais on va parler de libération d'énergie. Libération d'énergie. Dans ce cadre-là, la réaction sera dite exothermique. Et donc là, c'est toutes les autres. La liquéfaction, la solidification et la condensation. Alors, ça a l'air tout bête, hein, ça. Mais ça va avoir... Alors, exactement. Bon, ça va avoir toute leur importance quand vous allez commencer à faire l'étude en thermodynamique, on appelle ça. Ben, c'est pour essayer de comprendre comment fonctionnent les échanges thermiques au sein d'un moteur, comment fonctionnent les échanges thermiques au sein d'une pompe à chaleur, d'un climatiseur, d'un réfrigérateur. Tout ça, c'est basé sur des réactions endothermiques et exothermiques. Alors, pas que, bien entendu, il y a d'autres choses, mais la base est là-dessus. Il faut vraiment bien comprendre à quel type de réaction, de transformation physique on a affaire
pour pouvoir savoir si le système va prendre de l'énergie ou au contraire va libérer de l'énergie. Par exemple, un moteur, on veut qu'il libère de l'énergie. Et un climatiseur, par contre, pour refroidir une pièce, on veut que la réaction soit endothermique ou exothermique par rapport où le système qu'on se considère, c'est l'air de notre pièce. Donc, l'air, on va lui enlever de l'énergie pour le refroidir. Donc, l'air perd de l'énergie, donc libère de l'énergie, c'est exothermique. D'accord? Par contre, le rôle du climatiseur, lui, va être endothermique. Il va absorber l'énergie de l'air pour pouvoir la transmettre à l'extérieur. D'accord? Et pour ça, on va devoir utiliser un courant électrique, etc. Ça, tu vas verrer si vous allez en terminale spéciale. Ok, donc ça, c'était simplement la caractéristique de l'endothermie ou de l'exothermie. Et maintenant, on arrive à la partie calculatoire. Où, justement, ce que l'on voudrait, c'est qualifier la quantité d'énergie. Moi, je sais comment ça marche. C'est bien romain. Donc, on veut quantifier la quantité d'énergie dont on va avoir besoin pour vaporiser, pour fusionner ou pour sublimer, ou quelle va être la quantité d'énergie qui va être libérée en cas d'une liquéfaction, d'une solidification, d'une condensation. Donc, en petit 2, on va parler de l'énergie de changement d'état. On va parler d'énergie massive de changement d'état. L'énergie massive de changement d'état, c'est aussi appelé la chaleur latente massive. Chaleur latente massive, qu'on note L pour latent. Donc l'énergie massive de changement d'état L d'un corps pur, là on va considérer que des corps purs pour le moment, d'un corps pur, correspond à l'énergie que doit absorber dans le cas d'une réaction endothermique ou libérer dans le cas d'une réaction exothermique 1 kg de ce corps pur pour le faire changer d'état. Faire changer d'état. Donc, qu'est-ce que ça représente? On va dire, la chaleur latente massive de l'eau, elle vaut tant. On va devoir lui apporter tant d'énergie pour faire changer 1 kg d'eau. Et on va parler de chaleur latente de vaporisation, par exemple. La chaleur latente de vaporisation, ça va être la quantité d'énergie à fournir à notre eau pour transformer notre eau liquide, 1 kg d'eau liquide, en 1 kg de gaz, d'eau gazeuse. Alors, ça a l'air un peu complexe, là, mais vous allez voir, c'est super simple. Ça va toujours être les mêmes valeurs au final qu'on va retrouver. Donc, ce que l'on va avoir, c'est que si la réaction est endothermique, c'est-à-dire que le système absorbe de l'énergie. Alors oui, mais le gaz est plus léger, donc il faudra beaucoup plus de liquide. Attention, tu auras toujours la même masse d'eau. 1 kg d'eau liquide que tu vas transformer en gaz donnera 1 kg de gaz. Simplement, l'espace qui va être utilisé va être beaucoup plus grand, puisque le gaz se répartit dans un
et occupe tout l'espace qu'il a à disposition. D'accord? Donc, si L est supérieur à 0, ça veut dire que le système reçoit de l'énergie. Ce qui est positif, quand on compte positivement, c'est que le système qu'on étudie reçoit de l'énergie. Donc, est-ce qu'une chaleur latente positive, est-ce que ça caractérise une réaction exothermique ou une réaction endothermique? Très bien, endothermique. Donc, si L est positif, ça caractérise une réaction endothermique. Et si L est négatif, ça caractérisera une réaction exothermique. Bah ouais, ils sont forts. Désolé de vous couper, Juliette m'a dit qu'elle a des problèmes de connexion. Ouais, bah, de toute façon, je mets le cours en ligne, quoi qu'il arrive. D'accord. Oui, en effet, Alexandre, ça a un rapport avec les calories. On va parler justement, donc ça c'est le point de première, par contre, de première spécialité, vous allez commencer à parler de la capacité calorifique. Sauf que la capacité calorifique, c'est lorsque on augmente la température d'un échantillon sans changer son état. Là, on est simplement en train de regarder qu'est-ce qui se passe quand on a de l'eau solide à 0 degré. Ben, il faut lui apporter une certaine dose d'énergie pour qu'elle passe à de l'eau liquide, mais toujours à 0 degré. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Que l'eau solide, elle ne va pas se transformer instantanément en eau liquide. On est obligé de lui apporter une certaine dose d'énergie. Donc un changement d'état nécessite un apport énergétique ou une libération énergétique. Alors, formule du coût, donc à connaître. Ainsi, on va noter que Q est égal à M fois L. C'est tout bête, hein. Q représente quoi? Ben, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour faire le changement d'état de la masse M de notre. Mais si on a un glaçon et qu'on détache toutes les molécules. Alors, pour détacher les molécules une par une, tu es obligé de lui apporter de l'énergie, justement. Parce que tu sépares. Tu es obligé d'apporter de l'énergie pour pouvoir casser cette liaison. D'accord? Donc, Q, c'est ce qu'on appelle la chaleur, la chaleur. Mais nous, on va parler avec les doigts, c'est faisable. Non, c'est pas faisable. Et puis même, ton doigt, quand tu touches le glaçon, il lui apporte de l'énergie, puisque ton doigt est à une température supérieure au glaçon. Donc forcément, ton doigt va refroidir. Mais pourquoi est-ce que ton doigt refroidit? La sensation de froid qu'on a quand on a le glaçon, ben, c'est simplement parce que le glaçon prend ton énergie, ta chaleur, de façon à ce qu'il puisse fondre. Et donc toi, tu as une sensation que ton doigt baisse en température. Ce qui est le cas là. C'est clair? Donc la matière tend toujours à faire. Gros problème. Euh, si on regarde à l'échelle de l'univers, on dit que la matière, que l'univers tend à se thermaliser, donc à ne plus bouger. Donc, au final, on va tous tendre vers quelque chose où il y aura. Bah, je ne peux même pas te parler d'état, puisque l'univers va en grandissant. C'est une question qui reste encore en suspens, on va dire. Donc la matière n'étend pas vers un état spécifique. Tout dépend des conditions dans lesquelles elle se situe. Alors si tu prends de l'eau, tu mets de l'eau dans une ambiance à 20 degrés, tu vas avoir de l'eau liquide. Si tu mets de l'eau sur Vénus, où il fait 200-300 degrés, là tu n'auras que de l'eau gazeuse. Donc, je finis. Q, c'est ce qu'on appelle la quantité d'énergie. Alors, l'énergie. Je ne vais pas parler d'entropie encore. Ça, on parlera de ça en prépa et en supérieur. Quoique, on en parle un petit peu en terminale. Joule, parfait. Le symbole J. M, c'est la masse du corps pur dont vous voulez changer l'état. Masse du corps pur, qui est en kilogrammes. Et L, c'est donc la chaleur latente massique. Donc, cette chaleur latente massique, elle s'exprime en joules par kilogramme.
Et voilà, ceci conclut le cours. Je vous avais dit, hein, c'était un chapitre très très court. Donc, ce que vous allez faire pour les vacances, je vous donne toute la série des exercices qu'on va travailler, sur lesquels on va travailler. Vous faites les premiers. Si vous les faites tous, vous les faites tous, c'est tant mieux. Et à la rentrée, donc, on sera en distanciel, encore une fois, on corrigera ces exercices. Oui, Loane, mais ce ne sera pas pour les vacances. Ce sera à la rentrée une fois qu'on aura fini tous les exercices, d'accord? Oui, encore. Je ne vous lâcherai pas. Alors, pour les exos, on a le 11, page 133. On a le 12, page 133. On a le 23, page 137. Le 24, page 137. Et le 27, page 138. Walou. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, confinées. Et bon, bah, faites votre quiz avant samedi 18h, n'oubliez pas. On fera à la rentrée, donc on corrige les exos. J'ai cassé ma porte là en plus. Je ne sais pas ce que tu fais, coquine. Bravez ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Tant que le quiz est fait, moi je suis content. D'accord? Allez, je vous souhaite de bonnes vacances et bah, reposez-vous bien. À dans 3 semaines. Donc. À bientôt. Et je mets le cours en ligne dès que je peux.